Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau live du mardi soir, un live de conseils et de partage d'expériences et de constats aussi de médiateurs professionnels dans lesquels j'essaie de vous partager des éléments de compréhension, de prendre de la hauteur par rapport aux situations dans lesquelles on a du mal à se comprendre avec les autres, dans ces situations d'insatisfaction ou de désaccord qui peuvent rapidement mener à des situations de cul-de-sac relationnel, de coupure relationnelle ou même de conflits ouverts. Donc ce soir, nous allons aborder ensemble un autre sujet qui me tient à cœur et qui s'appelle bien choisir ses propos. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, j'ai choisi ce sujet parce que, en fait, quand les gens font face à un désaccord, quand ils font face à une difficulté, quand ils souhaitent entamer une négociation, ils hésitent beaucoup, souvent. Bon, alors il y en a certains qui n'hésitent pas du tout, qui vont droit au feu comme ça, sans aucune préparation. C'est pas nécessairement mieux, et en général, ça peut déraper très vite s'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour poser le problème rapidement, de façon cash, mais respectueuse. Mais pour la plupart d'entre nous, on a tendance à attendre, à tourner un petit peu en rond, à chercher nos mots et sous quel angle on va pouvoir aborder les choses. Et généralement, beaucoup de négociations échouent, beaucoup de dialogues constructifs sont complètement ratés, tout simplement parce que les gens démarrent sans être préparés, sans être clairs sur le sujet de la conversation. Et oui, plus on attend, plus on risque d'avoir de nombreux sujets de conversation, en fait, de nombreux points de désaccord avec la personne en question. Et quand il s'agit d'ouvrir la bouche et d'aborder son insatisfaction, très souvent, si on y va de façon non préparée, on va partir dans tous les sens. On va avoir certains sujets qui démarrent la conversation, et puis après ça va rebondir, l'autre va se défendre, va se justifier, et je vais éventuellement amener un deuxième sujet, et on risque comme ça de faire une belle salade. En gros, on risque d'avoir une sorte de conversation en ping-pong qui va tourner en rond, avec une belle partie de ping-pong, mais en tout cas, ça ne va pas être très satisfaisant, ni au niveau de l'écoute, ni au niveau de la compréhension mutuelle, ni au niveau de la recherche de solutions, et encore moins au niveau des résultats qu'on peut atteindre. Donc, en gros, ce que je voudrais partager avec vous dans ce live ce soir, ce sont 3 erreurs fatales, mais vraiment fatales, dans la gestion des différends que beaucoup d'entre nous mettons en œuvre, et qui font que ça va empêcher un dialogue constructif et qu'on est quasiment garanti de partir dans ces fameux jeux de ping-pong. Donc très mauvais. 3 erreurs fatales à éviter. Et puis également 3 règles simples à suivre scrupuleusement afin de pouvoir devenir un créateur de possibles dans ces situations d'insatisfaction et de désaccord pour pouvoir construire une solution avec l'autre et surtout avoir un dialogue qui soit le plus constructif possible, le plus rapidement possible, afin d'arriver à des solutions sans qu'il y ait d'écueil au niveau de la relation. On fait du ping-pong parce qu'on est chacun sur notre idée et on veut avoir raison. Alors effectivement, c'est le piège numéro 1. Nous sommes dans une société où nous sommes malades, à mon sens, nous sommes vraiment malades dans notre culture, et nous sommes malades d'une chose avant tout, c'est de vouloir absolument avoir raison. C'est-à-dire que nous avons la croyance que pour arriver au bout d'une conversation, il faut qu'il y en ait un qui ait raison ou l'autre qui ait tort. Et c'est une tendance qui est vraiment exacerbée par notre culture, à mon sens, hein, par nos médias, etc. Donc vouloir avoir raison, effectivement, tu as totalement raison. Je partage votre avis. Ça, c'est un élément qui fait qu'on va jouer au ping-pong. Après, il y a quelque chose dans la façon dont je choisis mes propos, c'est-à-dire de quoi je parle, quels sont les sujets que j'aborde, comment je les aborde, qui fait que ça va augmenter le risque de ping-pong, au-delà simplement de la propension à vouloir avoir raison. Et donc, de quoi est-ce que je parle ici? Je parle en fait du fait que dans beaucoup de situations, il y a 3 erreurs principales, 3 erreurs fatales qui font qu'on va se perdre dans les propos. Et la première erreur fatale que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'on attend, qu'on ne dit pas, qu'on prend sur nous, qu'on patiente. Ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, on attend, et à mesure qu'on attend, généralement, il y a d'autres occurrences du comportement qui gêne. Je fais des petits coucous aux gens qui se connectent, voilà, sans forcément prendre le temps de les nommer pour rester sur le fil conducteur, mais ça me fait plaisir de vous voir. Donc en fait, plus on attend, plus d'abord, on va accumuler de l'émotion négative, de l'émotion désagréable par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, généralement, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût vont augmenter par rapport au comportement de la personne, parce que je ne les ai toujours pas abordés, donc ça continue à mouliner dans ma tête. Donc, je vais monter en pression émotionnelle par rapport à ce qui se passe.
Ce qui fait que je vais être moins efficace pour communiquer plus tard, parce que quand il faudra communiquer, toute cette émotion qui est là, hein, quand on dit avoir les boules ou avoir les nerfs, ben, toute cette émotion qui est engravée, inscrite dans nos organes, dans nos cellules, qu'on a gardées, qu'on a bloquées, eh bien, elles vont s'exprimer au moment où je vais ouvrir la bouche, quand je vais vouloir parler des choses. Ce qui va faire en général que ça va augmenter les chances que je me mette à éclater en sanglots, par exemple, pour certains, ou que je me mette en colère par rapport à d'autres, ou que je sois incapable de faire une phrase construite sans perdre mes mots, ou sans bégayer pour d'autres encore. Donc du coup, plus j'attends, plus ça augmente la charge émotionnelle, moins je suis habile. Et deuxièmement, plus j'attends, plus il va y avoir d'autres griefs qui vont s'ajouter. Et il est là le piège principal, c'est que il y a un truc que la personne a fait qui me plaît pas, qui me convient pas, j'attends, je commence à mouliner dessus et en plus, après, un peu plus tard, il y a un autre truc que la personne fait, une autre attitude, un autre comportement qui s'accumule, qui crée une deuxième insatisfaction. Ces deux évidences vont commencer à m'aider encore plus à créer un portrait robot de la personne, c'est-à-dire à me raconter quelque chose, généralement de pas très positif, sur la personne, sur ses intentions, sur son éducation, sur sa compétence, sur sa bienveillance, sur sa bonne foi, etc. Je vais commencer à me raconter des films sur l'autre. Et puis plus j'attends, plus il y a des griefs qui vont s'ajouter au fur et à mesure, et je vais me retrouver avec une bonne collection que j'appelle la collection de timbres. C'est des timbres que j'ai mis dans ma collection, mais sans partager ma collection. L'autre, il ne la connaît pas. Et donc, bien, au moment où je vais devoir m'exprimer et poser un problème avec l'autre, c'est pas un timbre que je vais pouvoir évoquer, c'est un timbre avec toute l'émotion qui va attirer tous les autres timbres derrière. Et du coup, la personne en face va se prendre sur la figure mes jugements, plus tous les griefs et toutes les occurrences, tous les exemples, les choses que j'ai à lui reprocher. Et donc, vous comprenez bien que je vais avoir l'impression, moi, de me satisfaire quand je fais ça, parce que je lui lâche enfin ces 4 vérités. Hein. On dit souvent, je lui ai dit ces 4 vérités. Donc, je lâche enfin les 4 vérités à la personne, je me laisse aller, mais du coup, je me laisse aller avec moult émotions, moult jugements et plusieurs points à discuter sur lesquels il faudrait qu'on se mette d'accord. Et là, clairement, c'est une impossibilité. On ne peut pas entrer dans un dialogue avec l'autre en le mettant en position de vulnérabilité parce qu'il est en cause déjà au départ, et en plus en augmentant inutilement sa vulnérabilité, en lui balançant de l'émotion, notamment de l'agressivité, et en lui balançant différentes accusations. Le cerveau de l'autre en face, neurologiquement, ne peut pas prendre ce genre d'affront. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins entraînés à ça, il y a des métiers aussi qui sont plus ou moins entraînés à se prendre des choses dans la figure. Mais pour la plupart d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, c'est très difficile déjà d'être mis en cause, même avec bienveillance, sur un sujet. Alors, être mis en cause avec malveillance, avec agressivité, jugement sur un sujet, c'est encore plus difficile. Et être mis en cause sur plusieurs sujets à la fois, là, c'est clair. Ce que l'autre va recevoir, c'est une fin de non-recevoir. C'est impossible, neurologiquement, pour une personne d'être capable de prendre soin d'elle, de son intégrité, de ses réactions émotionnelles et d'écouter en plus tous les griefs que l'autre est en train de lui balancer. Donc, première grave erreur fatale dans la gestion des différends, c'est de ne pas dire, d'attendre et d'accumuler des timbres, donc je vais être très maladroit et que je vais me perdre dans la conversation. Alors, moi, j'ai eu la chance ou la malchance, comme vous voudrez, d'assister à de nombreux échanges entre personnes en tant que médiateur. Et dans une médiation, dans un processus de médiation, à tous les coups, si on laisse parler les deux intéressés qui sont venus vous voir en tant que médiateur et qui ont décidé de tenter la médiation avec vous, soit parce qu'on leur a demandé, hein, soit parce que c'est eux deux qu'on choisit de manière commune, mais en tout cas, s'ils sont dans une salle avec un médiateur et que le médiateur les laisse parler trop tôt, à tous les coups, le médiateur va être témoin de ce genre de jeu de ping-pong. C'est argument 1, émotion qui va avec, argument, contre-argument 1, émotion qui va avec, argument 2, etc. Puis après, on revient à l'argument 1 et on n'en finit pas. C'est indémerdable. C'est impossible. Impossible. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une erreur qui est vraiment majeure et ça rejoint le live de la semaine dernière où j'évoquais le fait qu'il y a, à mon sens, au moins 5 très bonnes raisons de ne pas attendre avant de se positionner. 5 bonnes raisons de traiter de traiter les mauvaises herbes à mesure qu'elles apparaissent dans le jardin plutôt que d'attendre d'avoir un jardin en friche. Ok, voilà. Donc, je vous invite à visionner et à écouter ce live de la semaine dernière qui est un bon complément à celui-ci.
Donc ça, c'est la première erreur fatale, hormis le fait, comme le disait KTI, que bien sûr, on a toujours cette tendance en plus à vouloir avoir raison sur les arguments qu'on est en train de sortir. Donc on lâche pas le morceau. Alors, deuxième erreur fatale dans la gestion des contentieux et dans la façon d'aborder les choses, de les dire, c'est de ne pas se préparer. De ne pas se préparer à avoir une conversation avec l'intéressé. Alors, bien sûr, il y a des situations dans lesquelles je n'ai pas le temps de me préparer. Il y a un truc qui arrive là maintenant, c'est en train de m'exploser sous le nez, et là, c'est les situations les plus compliquées. J'ai pas de temps de recul, et si je suis émotionnellement challengé, je ne peux pas faire autre chose que éventuellement d'essayer de remettre l'entretien à plus tard, dans un moment où je serai moins pris en défaut émotionnellement pour pouvoir rester fonctionnel. D'ailleurs, à mon sens, au passage, j'en profite pour dire que je trouve regrettable dans le monde de la formation en particulier, dans le monde de la formation professionnelle, hein, dans le monde des entreprises, qu'il y ait autant de tabous au niveau de la gestion des émotions, parce que c'est être professionnel que d'être capable d'identifier les situations où je ne suis plus émotionnellement fit, où je ne suis plus pro, où je suis passé en mode défense automatique. C'est professionnel de l'identifier et c'est professionnel à cet instant-là de faire quelque chose pour ne pas continuer la conversation parce que ça va forcément mal aller et me protéger. Protéger mon interlocuteur, que ce soit mon associé, mon partenaire, mon chef, mon collaborateur ou un client fournisseur, protéger l'autre aussi et protéger notre relation si on doit continuer à travailler ensemble. Donc, c'est de la sagesse de base et c'est du savoir-faire professionnel de base que d'être capable d'identifier les montées émotionnelles et de pouvoir les gérer. Et c'est vraiment dommage que ce n'est pas quelque chose qu'on pratique et qui soit encouragé au sein des entreprises. C'est un de mes sujets de travail, moi, quand j'interviens en entreprise, de travailler avec des équipes existantes pour arriver à mettre en place une culture dans laquelle nous sommes tous co-responsables. Et s'il y a des situations de danger émotionnel perçu, et bien d'être capable de stopper, de remettre l'entretien à plus tard pour pouvoir avoir une conversation qui est construite. Ça, c'est du pro. Plutôt que de salir la relation et après d'avoir à pagayer pendant des semaines, des mois, voire des années pour essayer d'en sortir sans forcément de garantie de résultat. Donc, ne pas préparer, c'est vraiment un gros risque, une grosse erreur. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on ne se prépare pas. C'est que déjà, on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas. C'est-à-dire que dans notre culture, d'une façon générale, on ne se prépare pas et on ne prépare pas nos enfants, par exemple, dans les familles, les parents, etc., ne préparent pas leurs enfants à réfléchir aux options et aux comportements qu'ils pourraient mettre en œuvre au cas où ils sont confrontés à un comportement injuste, irrespectueux, etc. On espère que ça ne se passera pas. Jusqu'au jour où ça se déclenche et où le gamin revient à la maison avec quelque chose qui s'est passé à l'école et là, personne n'est prêt, ni les parents, ni les enfants. Et ça, c'est un truc que je trouve curieux, c'est que les écueils, les différences, les insatisfactions, les incompréhensions, voire les actes violents, bah, c'est inévitable, ça arrive forcément dans la vie, ça arrive à l'école, ça arrive au travail, ça arrive dans la vie de famille, ça arrive dans les voisinages. Donc nous savons tous que être vivant, c'est aussi rencontrer de temps en temps des difficultés avec les autres, on le sait tous. Et pourtant, on ne considère pas que c'est quelque chose qui fait partie de notre paysage, on pense tous qu'on n'aura pas de problème, qu'on va arriver à passer au travers, et surtout on n'anticipe pas, on ne prépare pas. Donc, on est plutôt des personnes en général qui pensons, qui essayons d'éviter le conflit, on n'en veut pas. Alors éviter, c'est bien, mais être préparé au cas où on ne peut pas l'éviter, c'est mieux. D'accord? Donc, baignant dans une culture de non-préparation et de refus du conflit, une culture irréaliste à mon sens, eh bien, on est pris par surprise quand on est dans une situation qu'on doit aborder, et donc du coup, on n'ose pas parce qu'on est imbibé de cette culture-là. Deuxièmement, on ne prépare pas parce que on est pris par nos émotions, on est pris par ce désir d'avoir raison, comme le disait KTI là, à l'instant, on est pris par ce désir d'avoir raison, et notre seul objectif, c'est d'être compris et d'avoir raison. Mais c'est
c'est souvent difficile d'imaginer un objectif de « ok, je veux trouver une solution ». Et pour trouver une solution, il faut qu'on dialogue avec l'autre. C'est avec l'autre qu'on va construire une solution. Donc, on prend un fil conducteur qui est un fil de « écoute-moi, comprends-moi, tu vois bien que ça me fait mal, tu vois bien que ça ne me va pas, tu devrais te rendre compte que c'est pas bien ce que tu fais ». C'est le fil qu'on prend en général, qui est un fil de culpabilisation, quand vous y réfléchissez. Et on a envie surtout que l'autre reconnaisse ses torts. Ça, c'est vraiment la maladie nationale. Chez nous, en France, c'est un carnage. Du coup, on ne se prépare pas et on n'est pas capable d'analyser, de faire le tri entre les différents griefs. Très souvent, quand il y a une situation qui ne va pas avec quelqu'un, il y a plusieurs griefs qu'on lui reproche. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses, plusieurs attitudes, plusieurs comportements qui ne nous vont pas. Surtout quand on a attendu. En général, il y en a plusieurs. Et on ne se rend pas compte, en fait, qu'on a donc plusieurs griefs, plusieurs gènes, et donc, puisqu'il y a plusieurs gènes, il y a plusieurs besoins à compenser en face, il y a plusieurs demandes à faire en face à la personne. Et si on n'est pas clair sur ces différents griefs, eh bien c'est sûr qu'on va vouloir tout poser dans la conversation. Et la deuxième erreur, donc, c'est de ne pas se préparer et de tout poser dans la conversation. C'est clair que plus d'un problème à la fois, c'est beaucoup trop à négocier, c'est déjà suffisamment difficile de résoudre une problématique, une insatisfaction, et d'accepter que l'autre accepte de dépenser du temps, de l'énergie, de l'écoute et de la vulnérabilité pour éventuellement se remettre en cause et écouter ce que j'ai à lui dire. Alors, autant pas accumuler des choses sur l'ardoise. Juste entourage, en tout cas, n'hésitez pas à partager ce lien. Donc, ça, c'est la deuxième erreur. On ne se prépare pas. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour se préparer? Et on verra ça tout à l'heure, quand je partagerai avec vous 3 règles qui sont essentielles à appliquer pour pouvoir être un créateur de possible, c'est-à-dire pouvoir avoir tous les outils et les astuces nécessaires pour ne pas se faire embringuer dans ce cercle du ping-pong et de la justification qui nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie, ne donne plus confiance en l'autre et fait qu'on est encore moins capable de communiquer après. Ne pas se préparer, c'est irréaliste, c'est important de savoir le faire. J'y reviens dans un moment. Maintenant, la troisième, comment on voit mes doigts là, voilà, la troisième erreur fatale qui nous empêche de bien poser les problèmes de façon constructive pour avancer vers une solution avec l'autre, eh bien, je dirais, c'est de faire de ne faire que des constats et de ne pas aller jusqu'à une demande spécifique. Voilà ce que je voudrais, voilà ce que j'aimerais. Est-ce que tu pourrais faire ceci? Est-ce que tu pourrais faire comme ça? Donc, en général, surtout dans notre culture, on a tendance à une fois qu'on ose parler, on dit voilà ce qui se passe et voilà comment je me sens et voilà ce que ça me fait. Tu te rends compte, tu devrais pas, il faudrait pas, c'est pas comme ça. Et on met en question, en général, la bonne foi, la compétence ou au moins l'attention, le respect de l'autre. Et notre espoir quand on fait ça, c'est sincèrement pas d'accuser en fait au départ. On ne se rend souvent même pas compte qu'on est dans l'accusation. J'ai énormément d'exemples de situations de conflits auxquels j'ai pu assister, dans lesquels les personnes n'avaient même pas conscience d'être dans le jugement et l'accusation de l'autre. Elles étaient juste persuadées qu'elles étaient en train d'essayer de faire entendre ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu et ce que ça leur fait. Voilà. Donc ce besoin d'être compris, ce besoin d'être entendu, qui est boosté derrière par tout un tas d'hormones, hein, notamment l'ocytocine, c'est ce qu'on essaye d'induire chez l'autre dans son cerveau. En tout cas, c'est la synthèse d'ocytocine qui génère l'empathie, la compréhension et l'envie de chercher des solutions avec l'autre. Eh bien, on est tellement orienté vers ce besoin d'être entendu, on a tellement besoin que l'autre nous comprenne, que généralement on s'arrête là. Et là, quand on fait ça, eh bien, à mon sens, on commet une grosse erreur. Parce que qu'est-ce que je vois, moi, quand j'observe les conflits entre les personnes, quand je les vois essayer de communiquer et qu'ils ne sont pas prêts? Eh bien, quand la personne s'arrête à c'est trop difficile pour moi, ça va pas, ça me convient pas, c'est pas comme ça, tu vois bien que ça me gêne, etc. Quand on s'arrête là et qu'on attend que l'autre fasse le reste du chemin, en général, l'autre ne fait pas le reste du chemin. Il ne va pas nous aider. Pourquoi? Parce que lui, il est en mode défense à ce moment-là. Il est en mode défense et il a très peu d'énergie à donner à l'écoute et à la compréhension. Parce que moi, quand je lui parle, je ne suis pas en train de le comprendre. Je suis en train uniquement de le demander de me comprendre sur des choses qu'il a mal fait. Donc forcément, il est en défensive. Et il ne peut pas me donner ce que j'attends de lui, c'est-à-dire cette compréhension. Surtout si j'arrête à cet endroit-là. Parce que quand on arrête à cet endroit-là, pour l'autre,
Ce que je viens de faire, c'est une accusation. C'est une accusation. Donc, si je veux essayer de calmer le jeu et d'orienter la conversation vers une négociation, vers un accord, il faut que je lâche ce besoin absolu d'être compris, d'être entendu, pour aller jusqu'à la solution. Il faut que j'aille jusqu'à une demande. Donc, c'est non seulement voilà ce qui se passe, voilà ce qui me gêne, voilà comment je me sens, voilà ce que ça me fait, mais c'est mieux et c'est plus simple à entendre pour l'autre s'il y a ensuite à la fin, et donc j'aimerais savoir si tu peux, ou est-ce que tu pourrais, ou j'aimerais, ou je te propose, ou je ne sais pas comment on pourrait faire, mais j'aimerais bien ne pas revivre ce genre de choses. Est-ce qu'on peut en parler, au moins, à minima? Donc, à partir du moment où il y a une demande et une question derrière, ça ouvre un nouvel espace qui, si on l'a bien posé, et si le ton est bon, j'y reviens dans un moment, d'ailleurs, il faut que je note, parce que je n'avais pas noté ça, mais c'est aussi un problème. Si on l'a bien posé, ça, et si le ton est bon, eh bien, ça veut dire qu'on n'arrête pas à la phase d'accusation, on passe à la phase de recherche de solutions. On ouvre une porte vers je suis en train de chercher des solutions ou de te proposer des solutions. Et c'est plus facile à vivre ça pour l'autre que d'arrêter simplement dans la phase d'accusation. J'espère que ça a du sens, ce que je raconte. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit pouce ou un petit plus si ça vous parle, si c'est compréhensible. Sinon, je réexplique. Merci de votre retour. Oui, avec un grand oui de la part de Marion. Oui, Charlotte, impeccable. Donc apparemment, le message passe. Ok, d'autres oui peut-être. Bon, j'espère qu'il va y en avoir d'autres. En tout cas, bon, j'ai l'impression que le message est passé. Je n'avais pas l'impression d'être super clair. Donc en gros, ne pas rester super. Merci. Ne pas en rester à ça me va pas, il faut que ça change, machin, etc. Mais aller jusqu'à une demande spécifique. Et plus la demande est spécifique, plus je suis sur quelque chose de concret, plus l'autre comprend que mon intention, c'est juste de corriger quelque chose, de ne plus vivre cette situation-là, et non pas de simplement lui faire reconnaître ses torts. Donc quand je bascule sur la demande, je suis en train de sortir du champ de vouloir avoir raison. Alors, pas de manière absolue, parce que bien évidemment, plus j'ai été maladroit dans la première phase où j'aborde des choses et où je partage mon insatisfaction, surtout si c'est très fort en émotion, plus j'ai été maladroit, plus j'ai mis l'autre sur la défensive, moins il va se sentir en sécurité quand on arrive ensuite dans la clairière de la demande, où le bois fait un peu moins peur, la forêt fait un peu moins peur, et peut-être qu'on peut se causer parce qu'il y a un peu plus de lumière, un peu plus d'air. Mais ça dépend de la charge que j'ai mis avant, bien sûr. Plus la pente de l'accusation est forte, plus les jugements sont forts et plus l'émotion, et la colère notamment, est forte, ou la bouderie, hein, ou la plainte, plus c'est fort, moins l'autre va avoir le temps de retomber dans la phase où peut-être il peut y avoir un dialogue qui s'entame. Donc je vous invite donc à sortir de ces trois pièges et à, un, ne pas attendre, mais envisager de dire tout de suite, peut-être pas, attention, on n'est pas des fous de guerre non plus, peut-être pas à chaque fois que le truc se passe, mais si le truc se passe et que c'était suffisamment fort pour moi, ou si c'est quelque chose de pas très important, mais qui se passe une première, une deuxième fois, voire une troisième fois, moi je vous invite à la règle de 3. J'ai une autre règle de 3, moi, que celle qui permet de faire des calculs, des proportions en maths. Ma règle de 3, c'est la règle des 3 fois, c'est-à-dire quand un truc se passe une fois, ok, c'est peut-être pas la peine de réagir, surtout si c'est pas trop fort, hein. Un truc se passe 2 fois, là, il faudrait que j'en parle, et ce serait bien d'en parler là. Parce que j'ai pas assez de charge émotionnelle, j'ai pas eu le temps de me rajouter des griefs, j'ai pas eu le temps de donner des noms d'oiseaux à l'autre, donc je vais être très proche de ce qui s'est passé et de ce que je voudrais à la place. Donc je serai plus habile, même si je suis pas très entraîné. Et puis éventuellement aller jusqu'à 3 fois, mais si au-delà de 3 fois je continue à patienter, à mon sens, je suis en train de me laisser avoir par notre culture du non-dit, notre culture du jugement de l'autre et notre culture de avoir raison. Et il est temps que nous changions de paradigme. Il est temps que nous changions notre culture, et c'est à chacun de nous de faire l'effort, une relation insatisfaisante à la fois. Un contact, une relation à la fois. Donc si on veut changer les choses, si on veut changer quelque part la violence qu'on voit dans ce monde, d'une façon générale, l'incompréhension, l'arrogance qu'on voit dans ce monde, c'est très important de nous décrocher de ces cultures qui sont devenues des normes et qui nous contraignent quelque part à ne voir les choses que sous un angle de la défense, de l'accusation et de vouloir avoir raison. Okay, c'est notre responsabilité de changeur de monde, de créateur de possible.
Voilà. J'espère que ça aussi, ça vous parle. Donc, important de sortir de ces 3 pièges. Alors, la question maintenant, c'est, du coup, c'est quoi les recommandations? Quelles sont les règles du jeu qu'il faudrait mettre en place pour éviter de rentrer dans ces 3 pièges? Et là, j'aimerais vous faire ce soir, vous partager dans ce live 3 règles du jeu à suivre scrupuleusement si je veux devenir un créateur de possible, si je veux créer un autre paradigme quand je me retrouve dans une situation d'insatisfaction, c'est-à-dire rentrer rapidement dans un dialogue plutôt que dans un jeu de qui aura plus raison que l'autre. Donc, 3 règles. Première règle, merci pour les petits cœurs, hein, ça fait plaisir sur Instagram, on peut mettre des petits cœurs quand la personne parle, ça fait plaisir, c'est très encourageant. Alors, première règle du jeu, avant d'aborder un sujet avec quelqu'un, avant d'aborder, mon insatisfaction avec la personne et ses comportements, toujours important de trier et de prioriser les griefs. Qu'est-ce que je lui reproche? Qu'est-ce qui est inconfortable pour moi? Qu'est-ce que je n'apprécie pas? Ou qu'est-ce qui m'affecte et que je souhaite aborder avec lui? Et de bien vérifier que je n'ai qu'un seul sujet. Et souvent, je m'aperçois que non, il y a ça qui me gêne, et puis il y a ça qui me gêne, et puis il y a ça qui me gêne. S'il y a plusieurs réponses à la question quels sont les griefs, qu'est-ce que j'ai contre cette personne, en tout cas contre ses comportements, mais vous remarquez que dans notre culture, on fait souvent la confusion entre les comportements et la personne. On a tendance à faire des comportements une affaire personnelle. Et là, je vous renvoie à ces magnifiques accords Toltec, l'ouvrage, les 7 accords Toltec, les 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. En fait, c'est les 4 accords Toltec et il y en a un 5e qui a été publié plus tard. Don Miguel Ruiz, un super bouquin sur des règles de vie fondamentales qui viennent de cultures très anciennes, là-bas en Amérique du Sud. Et il y a une des règles de vie qui dit quoi qu'il se passe, n'en fais pas une affaire personnelle. Et c'est vrai que quand on confond la personne avec ses comportements et qu'on la juge à partir de ses comportements, on déclare tout le temps la guerre parce qu'on est tout le temps en train d'affaire une affaire personnelle. C'est moi que tu attaques et c'est toi qui es méchant. Et là, forcément, on n'est pas très efficace dans notre humanité, on n'est pas à la hauteur de ce qui brille dans chacun de nos cœurs quand on fait ça. On reste prisonnier de modèles culturels qui emprisonnent notre liberté de faire mieux. Et croyez-moi, aujourd'hui dans le monde, il y a du boulot si on veut faire mieux, et il y a du boulot pour communiquer efficacement, pour mieux faire, pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Donc, première chose, trier mes griefs. C'est quoi mes différents griefs? Alors, je vais prendre un petit exemple ici. J'avais une situation dans laquelle il y avait un conflit entre 2 collègues, et la personne qui a sollicité la médiation n'était pas contente, et elle pensait qu'elle n'était pas contente à cause de son collègue. Et ce qu'elle me décrivait, c'est mon collègue, il n'est pas respectueux. Il n'est pas respectueux et il essaye de m'évincer. Voilà la perception de la situation qu'avait la personne. Vous constatez ici que ce n'est pas du factuel, ce n'est que des interprétations. Mon collègue n'est pas respectueux, il essaye de m'évincer, éventuellement de prendre ma place, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va forcément être pris par le collègue comme des accusations. Et quand on creuse et qu'on analyse avec la personne, mais qu'est-ce qui se passe qui vous irrite? Qu'est-ce qui se passe qui vous blesse, qui vous met en danger? Eh bien, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a des situations dans lesquelles le collègue en question effectivement, a agi et pris des décisions sans me consulter, moi, la personne concernée ici, a pris des décisions sans me consulter, alors que c'est un projet commun et que j'aurais dû être informé de ces décisions et de ces prises de contact avec certains de nos clients. C'est des gens qui travaillent avec des experts, avec des professionnels dans des domaines scientifiques et techniques. Okay. Donc, le collègue ne me consulte pas, et ça s'est passé plusieurs fois et je ne suis pas content parce qu'il y a des situations, des projets sur lesquels on bosse en commun, je devrais être mis dans la boucle et je ne sais pas pourquoi il ne me consulte pas. Alors bien sûr, je me fais des films sur le fait qu'il ne me consulte pas et je me dis qu'il veut m'évincer, qu'il est jaloux ou qu'il trouve que je ne suis pas compétent. C'est ce qui se passait chez cette personne. Mais deuxième chose, en creusant avec la personne, et qu'est-ce qui se passe d'autre qui est désagréable pour vous dans les comportements de ce collègue? Qu'est-ce qui se passe d'autre concrètement qui vous met en difficulté? Ah, eh bien, en réunion ou quand on parle d'un projet, il me coupe la parole. Je peux rarement finir mes propos. C'est lui qui prend toute la place, il coupe la parole. Eh bien, ça n'est pas la même chose. C'est un deuxième grief. C'est une deuxième évidence, un deuxième comportement distinct du premier. D'accord? Alors, bien sûr, plus il y a des comportements qui s'ajoutent,
plus on se fait un film sur la personne et on est persuadé que le film est vrai. Le collègue, il veut prendre toute la place, il veut m'évincer, il n'est pas respectueux. D'accord? Et là, ça s'empire parce qu'en discutant avec mon client, là, je m'aperçois qu'il y a un autre truc, c'est que en plus, le collègue en question, qui coupe la parole, qui ne consulte pas, il est souvent en retard. Il est souvent en retard dans les réunions de travail, mais il est aussi en retard dans la livraison de sa part du travail. C'est-à-dire que les dossiers qu'il doit traiter, les choses sur lesquelles il doit avancer, bah, parfois il ne les fait pas et il informe personne et on le découvre a posteriori. Donc, en plus, il n'est pas très compétent, il n'assume pas. Voilà ce qu'on se dit. Eh bien, quand dans cette médiation, j'ai cru à un moment donné qu'il y avait de l'écoute, qu'il y avait du dialogue et de la compréhension, et j'ai voulu laisser parler ces deux personnes un petit peu trop vite, et bien du coup, ça n'a pas manqué. Hein. Ça a commencé avec tu coupes la parole aux autres, c'était le sujet qui a été abordé, et puis rapidement, comme l'autre en face, il a dit non, c'est pas vrai, mais enfin moi aussi j'ai des trucs à dire, et puis toi aussi tu coupes la parole, etc. On n'était même pas entré dans ce sujet, on n'avait même pas d'accord sur les constats, de dialogue sur ce sujet-là, que la personne demandeuse, ne se sentant pas entendue, s'est mis à sortir le deuxième argument. Le deuxième argument, puis de toute façon, tu fais pas les trucs dans les temps, tu es tout le temps en retard, voilà, et puis il y a des projets sur lesquels tu ne consultes pas. Donc à chaque fois, ça n'a fait qu'alimenter encore l'émotion et la réaction négative de non-écoute, de non-recevoir de l'autre, et ça a complètement bloqué le dialogue. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de situations dans lesquelles il y a plusieurs griefs. Je peux vous en donner un deuxième. C'est un peu un même exemple, c'est non, c'est un manager avec un collaborateur, et son collaborateur, ne respecte pas certains processus établis, c'est-à-dire qu'il y a certaines étapes pour faire un travail donné, et lui, eh bien, il coupe certaines étapes et il ne respecte pas certaines vérifications qui sont faites dans l'élaboration du travail et le suivi des dossiers. Donc, ça pose un problème de sécurité, et puis ça pose un problème que du coup, pourquoi est-ce que les autres s'embêteraient aussi à suivre le processus s'il y en a qui s'affranchissent des morceaux difficiles du travail et du processus qui est à suivre. Donc ça, c'est un premier truc. Mais non seulement il ne respecte pas les processus, mais en plus, parfois, il est irrespectueux des collègues, en sortant des commentaires qui peuvent être irrespectueux, voire des choses qui ressemblent plus à des insultes qu'à des propos constructifs. Et puis, c'est aussi un collègue qui, quand on lui dit quelque chose, a tendance à monter sur ses grands chevaux, donc soit il se fâche, et puis quand on insiste, il boude. Eh bien, clairement, ce manager avait en face de lui quelqu'un contre lequel il avait 3 griefs. Et on ne peut pas aborder 3 griefs en même temps. Il faut absolument faire un choix. Donc la question, dans ces deux situations, c'est quoi? Eh bien, la question, c'est, s'il y a plusieurs griefs, il faut prioriser ces griefs. Lequel est le plus important pour moi, celui par lequel je vais commencer? Et donc, il y a 2 choix possibles pour choisir le premier grief sur lequel je vais parler. C'est soit je commence par celui qui me gêne le plus sur le terrain et pour lequel, si on arrive à une solution, j'aurai le plus de bien-être en résultat, le plus de satisfaction, donc le truc le plus gênant. Ou alors, autre possibilité, si je veux avancer dans cette médiation au fil du temps, eh bien, je peux choisir d'aborder en premier le sujet qui me paraît le plus facile, souvent celui qui m'embête le moins, en espérant que si on arrive à résoudre ce truc qui est facile et à se mettre d'accord dessus, ça crée un climat de confiance qui fait qu'on peut avancer ensuite sur les arguments, les griefs suivants pour pouvoir les résoudre. En tout cas, ça c'est un truc qu'on utilise beaucoup en tant que médiateur professionnel, c'est-à-dire que quand il y a un conflit assez complexe entre deux personnes et qu'il y a une grosse perte de confiance et beaucoup d'animosité entre les parties, on va généralement commencer à travailler sur des petites choses, enfin sur des choses qui nous semblent facilement résolvables, qui ne demandent pas beaucoup de travail pour arriver à se mettre d'accord. Ce qui nous permet de souligner la volonté des gens commune de résoudre les choses et de montrer qu'ils sont capables de s'entendre et de s'écouter. Ça crée de la confiance, ce qui fait qu'après, on peut poser quelque chose de plus difficile sur la table pour avancer sur un selon grief. Donc, règle numéro 1, toujours faire le tri avant de parler des griefs qui sont les miens. Voir si des fois il n'y en a pas plusieurs. Et s'il y en a plusieurs, je les priorise et je n'aborde qu'un seul grief à la fois. Ça, c'est la deuxième règle. C'est-à-dire que dans une conversation, quand je veux recadrer quelque chose qui ne convient pas quand je suis manager, quand je veux
relever quelque chose qui ne me satisfait pas ou qui me gêne quand je suis avec un partenaire, un collègue, etc., ou dans ma vie personnelle, c'est très important de n'aborder qu'un seul sujet à la fois. Encore une fois, le plus important, celui qui m'apporterait le plus de bénéfices si on le résout, ou alors le plus facile si j'entends entamer un dialogue qui me permet d'aborder petit à petit des choses de plus en plus difficiles. Voilà. Alors, avant d'aborder la troisième règle que je voudrais partager avec vous, j'aimerais vous signaler deux choses. La première, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore au courant et qui n'en ont pas encore profité, j'ai à votre disposition un cadeau sur Internet que vous pouvez trouver gratuitement et qui vous apportera quelques éléments concrets sur la gestion des différends. Il s'agit d'une vidéo de formation où je partage des outils concrets pour mieux réagir à la critique, à l'agressivité, au jugement et à la remise en cause. Vous trouverez ce cadeau sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de chercher Dominique Proudhon sur YouTube et vous tombez sur ma chaîne YouTube. Et dans ma chaîne YouTube, sur la bannière en haut, à droite, il y a quelques petits liens. Il y a un lien qui s'appelle Cadeau. Si vous cliquez sur Cadeau, en bas de la bannière à droite de ma chaîne YouTube, vous arrivez sur une page où vous avez accès gratuitement à une vidéo qui vous partage des trucs de médiateur sur comment mieux réagir à la critique, la remise en cause, aux réactions émotionnelles ou même à la colère. Okay, très utile, très intéressant. Ça peut être pour vous, ça peut être pour des gens de votre entourage. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce lien. Et si vous souhaitez me le redemander, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou directement à mon adresse email. Et mon adresse email, c'est contact@dominiqueproudhon, en un mot, contact@dominiqueproudhon, Proudhon, en un mot.fr. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer le lien vers ce cadeau gratuit dans lequel il y a beaucoup de valeur et je vous invite à en profiter, à en faire profiter les gens autour de vous. Voilà. Deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que ceux qui le souhaitent et qui ont dans leur environnement professionnel des situations pas faciles à gérer, compliquées, sur lesquelles ils se posent la question de savoir comment je les aborde et notamment comment je prépare mes propos, qu'est-ce que je dis? Il faut dire peu et il faut dire bien. D'accord? Il faut donc bien choisir le sujet et la façon de le poser. Eh bien, si vous pensez avoir besoin d'aide, profitez d'un rendez-vous gratuit avec moi. Je vous offre un entretien d'une trentaine de minutes gratuit. Il suffit pour cela d'aller sur le lien Calendly